1997, saison 10, épisode 10, Castel 47. Le créateur tente de changer son avenir en 1947. Octobre 1947, nuit, Cannes, Castel. Isabelle Fèvre, enceinte de 8 mois, est assise sur un tabouret devant un piano à queue. Elle joue la toccata de Bach. Bertrand Fèvre lit la Bible devant une large fenêtre donnant sur le parc. Elle porte une longue jupe juponnante rouge sous un buste souligné. Lui, une veste à carreaux et un long pantalon noir. « Isabelle, dit-il, je songe à nous séparer de notre jardinier. »« Ce brave René ? Pour quelle raison ? Il est pourtant très compétent. Je n'aime pas sa manière de te regarder. »« Oh, il est sans doute un peu amoureux de moi, mais c'est toi que j'aime, Bertrand. Tu n'as rien à craindre. »« Ce n'est pas ton comportement qui m'inquiète, c'est le sien. »« Tu te fais des idées. » »« Je ne crois pas. » Bertrand pose sa Bible sur une étagère et s'approche de sa femme. « Demain, je lui demanderai de prendre congé. »« Tu ne peux pas faire cela. Où trouvera-t-il du travail si tu le renvoies ? » ?»« Ce n'est pas mon problème. »« Tout de même. »« Je ne l'aime pas. Il était là avant que nous n'achetions le Castel à son ancien propriétaire. Il lui est encore dévoué et n'accepte pas que je lui donne des ordres. Je ne veux pas le garder. »« Ne fais pas comme si tu me demandais mon avis, Bertrand. Je vois bien que ta décision est déjà prise. Comme toujours. »« Ne te fâche pas, Isabelle. Je ne suis pas en colère contre toi, mais recule, Bertrand. Je ne peux pas jouer si tu regardes par-dessus mon épaule. » Bertrand retourne près de la fenêtre. Il observe les feuilles mortes balayées par le vent. « Dès demain, je partirai en quête d'un nouveau jardinier. »« Tu n'auras aucun mal à en trouver. Nombreux sont ceux qui rêveraient d'habiter les dépendances du Castel. » René n'en a même pas conscience. « Que veux-tu ? Il fait partie des murs. » Bertrand hoche la tête et regarde la maison du jardinier. Octobre 1947. Nuit, plus tard, Cannes, Castel. Bertrand Fèvre, tenant un chandelier à 3 branches dans la main droite, ouvre la porte de la salle des tableaux. Il entre dans la pièce. Là, il découvre les portraits de l'ancien propriétaire. « Pourquoi m'avez-vous vendu ce château pour une bouchée de pain, monsieur Duval ?» Isabelle apparaît derrière lui, ses partitions à la main. « Tu devrais te réjouir, Bertrand, au lieu de t'interroger sur ses motivations. »« Je n'aime pas être tenu dans l'ignorance. »« Penses-tu qu'il y ait des vices cachés ? » ?»« Ouais, c'est fort possible. »« Mais ce n'est pas cela qui t'inquiète, n'est-ce pas ? » Monsieur Duval était un peu trop pressé de vendre sa demeure. Il avait peut-être besoin de liquidités ? Ce n'est pas cela. Ce que j'ai ressenti, c'était de la peur. Mais de qui pourrait-il avoir peur ? De son jardinier, pourquoi pas ? Oh, voyons, on ne se sépare pas d'un château à cause d'un simple domestique. Il n'avait qu'à le congédier. René n'est pas un homme sain. Il ne doit pas être encore parmi nous lorsque le bébé naîtra. Ah, Ron. Bertrand s'empare des partitions de sa femme. Isabelle, je veux toute ton attention. Qu'y a-t-il, mon amour ? Je sais que tu répugnes ce que j'ai fait il y a de nombreuses années de cela. Tu parles du détournement du convoi nazi ? Oui, de tous ces torts que je me suis appropriés durant la guerre. Nous aurions pu perdre la vie dans cette histoire, mais tout s'est parfaitement bien déroulé. Exactement comme tu l'imaginais, n'en parlons plus. Bertrand regarde les portées sur les partitions. C'est avec cet argent que j'ai fondé ma société, la Fèvre Corporation. En quelques années seulement, elle a pris une ampleur phénoménale. Et c'est grâce à elle que nous avons pu acheter le Castel. Je refuse de passer ma vie à reparler de cette erreur. Qui n'en a pas commis durant la guerre ? Nous avons certes quelque chose à nous reprocher, mais qui est innocent parmi les survivants ? Personne, crois-moi, Bertrand. J'ai peur. Peur de ce qu'il pourrait en découler. À l'époque, je me moquais de ce qui pouvait nous arriver. Pourtant, le danger était réel. Aujourd'hui qu'il est loin, je crains la vengeance des Juifs. Que l'on nous perce à jour et que nous perdions tout ce que nous possédons. Cela n'arrivera pas. Comment les gens pourraient-ils apprendre la vérité maintenant ? Il est trop tard pour ça désormais. René, je ne lui fais pas confiance. S'il venait à découvrir ce que j'ai fait, il pourrait nous faire chanter. Ah, voilà donc pourquoi tu le suspectes d'avoir fait du mal à monsieur Duval. Je comprends mieux à présent. Écoute, Bertrand, tout cela n'est que le fruit de ton imagination. Cet homme est certes un peu curieux, mais il ne nous veut aucun mal. Et même s'il partait,
Son remplaçant deviendrait rapidement une seconde source d'inquiétude pour toi. J'imagine que c'est vrai. Tu as toute la nuit pour réfléchir au sort de notre jardinier, ne te presse pas. Il est tard maintenant. Allons nous coucher. Bertrand rend ses partitions à Isabelle, il quitte la salle d'établi. Octobre 1947, nuit, quelques heures plus tard, Cannes, Castel. Isabelle Fèvre est endormie dans son lit, aux côtés de son mari. Soudain, un hurlement retentit dans la nuit, en provenance du jardin. Bertrand se réveille en sursaut, il porte les vêtements de la veille. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était? Bertrand pose sa main sur l'épaule d'Isabelle. Ma chérie, as-tu entendu? Isabelle sort péniblement de son sommeil. Isabelle, Isabelle, réponds-moi. Oh, qu'y a-t-il? On a crié. Qui a crié? Qui a crié? Un homme. Comment cela? Dehors? Oui. Isabelle, en chemise de nuit, se lève pour s'approcher d'une porte-fenêtre. Oh, une bête sauvage, peut-être? Non, ce n'était pas un animal, j'en mettrai la main à couper. Si c'est un homme, ce ne peut être que René? René? Est-ce qu'il aurait pu lui arriver malheur? Tu penses qu'on l'aurait attaqué? Mais qui? Je l'ignore, un rôdeur peut-être. Bertrand, tu dois aller voir. Moi, sortir du castel en pleine nuit? De quoi as-tu peur? Tu n'as qu'à prendre une de tes armes de chasse. Il se peut que j'ai rêvé. Nouveau hurlement en provenance de dehors. Mon Dieu, c'était sa voix. Oui, oui, je crois. Isabelle ouvre la porte-fenêtre et gagne le balcon. Dans la nuit, les feuilles mortes volent autour d'elle. Bertrand s'empare d'une clé posée sur une table de chevet. Il y a de la lumière dans la maison du jardinier. René faisait sans doute un cauchemar et il s'est éveillé. Mais quand vas-tu enfin te décider à te rendre là-bas, Bertrand? Il est peut-être en danger? Bien. Mais en attendant, toi, tu restes ici, dans notre chambre, et tu n'en bouges sous aucun prétexte. Où voudrais-tu que j'aille? Sois sérieux. Je vais fermer la pièce à clé. Personne ne pourra entrer. C'est une bonne idée. Ne reste pas sur le balcon, reviens. Isabelle obéit, elle ferme la porte-fenêtre. Je t'en prie, Bertrand, fais vite. Je vais à la cabane et je reviens. C'est l'affaire d'une dizaine de minutes tout au plus. Bertrand embrasse sa femme, met sa main sur son ventre et quitte la pièce qu'il ferme à double tour. Octobre 1947, nuit, quelques minutes plus tard, Cannes, Castel. Bertrand Fèvre passe les grandes portes d'entrée du castel, une carabine entre les mains. Isabelle Fèvre le regarde à travers les vitres de la porte-fenêtre. Il se dirige vers la maison du jardinier. Bertrand lève la tête en direction de sa femme. Elle lui fait un gentil signe de la main. Il parle, mais elle ne l'entend pas. Je t'aime, Isabelle. Je t'aime. Je sais que tu l'ignores, mais un jour je te le prouverai. Isabelle, derrière la vitre, verse une larme. Sois prudent, Bertrand. J'ignore ce que je deviendrai sans toi. Bertrand traverse la cour. Allez, Bertrand, sois courageux, mon vieux. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Tu as affronté des situations bien plus difficiles par le passé. Bertrand arrive à hauteur de la maison du jardinier. L'instant de vérité. J'espère que je ne suis pas sorti en pleine nuit pour rien, René. Sinon, ma décision est prise, tu es viré. Un bruit de verre brisé retentit dans la maison. Bertrand serre son arme de toutes ses forces. Mais que se passe-t-il ici? Bertrand avance vers une fenêtre éclairée. Discrètement, il observe l'intérieur de la cabane. Ce n'est pas vrai. René, le jardinier, un homme musclé d'une cinquantaine d'années, est pendu à une corde dans sa cuisine. Il est encore en vie. Sa jambe vient percuter une lampe à huile éteinte. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Bertrand se dirige vers la porte de la maison. Il tente de l'ouvrir, mais elle est fermée à clé. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Quel imbécile, il ne veut pas être secouru. Soudain, Bertrand hésite. Il reste immobile. Mais cela arrangerait bien les choses. Isabelle observe son mari sans comprendre la situation. Oui, ce serait un bon problème de régler. Bertrand tourne le dos à la maison et revient en direction du castel. Mon secret sera bien gardé. Personne ne saura pour l'argent que j'ai détourné. Isabelle ouvre la porte-fenêtre. Alors, Bertrand, qu'y a-t-il? J'ai vu René à travers la fenêtre, Isabelle. Il est sous. C'est pour cela qu'il crie? Oui. Bertrand a presque atteint la moitié de la cour. Il s'assied sur un puits et observe la fenêtre éclairée. Demain, je découvrirai le corps. Et la police conclura qu'il s'est suicidé sous l'emprise de l'alcool. Isabelle ne saura jamais ce que j'ai fait. Isabelle se penche au balcon. On ne peut pas le laisser crier ainsi, Bertrand. Tu dois aller lui parler. Comment? Tu es le nouveau châtelain, non? Va lui parler et dis-lui que son attitude n'est pas convenable. Mais c'est ton rôle, n'est-ce pas? Mon rôle. Allons bon. Oui, et puis il pourrait se faire mal sans le vouloir. Les hommes font parfois des choses étranges quand ils sont ivres. C'est un adulte, il peut très bien se débrouiller. Fais-le pour moi, s'il te plaît, je t'en prie.
Bertrand regarde sa carabine. Allez Bertrand, je compte sur toi. Bien, 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 j'y vais. Bertrand traverse la cour, une nouvelle fois. Devant la fenêtre, il frappe au carreau. Que fais-tu? Ouvre la porte. Elle est fermée. Il va t'ouvrir. Bertrand dévisage René, dont le visage est défiguré par le manque d'air. Leurs regards se croisent. Ne me regarde pas comme ça. C'est ta faute, je t'interdis de me juger. Je suis Bertrand Fèvre, tu travailles pour moi. Bertrand ferme les yeux. Très bien, tu as gagné. Bertrand se tourne vers Isabelle. Mon Dieu, ma chérie, René s'est pendu. Seigneur, à l'instant, va l'aider. Oui, oui, j'y vais. Bertrand brise la fenêtre avec la crosse de sa carabine. Puis il ouvre la fenêtre et entre dans la cuisine du jardinier. Je vais vous aider, René. Attendez un instant. René observe Bertrand de ses yeux gorgés de sang. Je vais couper la corde. Bertrand vise la corde avec sa carabine et tire. René tombe au sol. Il reprend son air. Ça va aller? René tente de retirer la corde autour de son cou. Je suis médecin, je peux vous aider. René se redresse péniblement. Sortez de chez moi. Je vous demande pardon. Déguerpissez, monsieur Fèvre. Pourquoi? Je viens de vous aider, non? Foutez le camp, misérable. Vous étiez là, vous m'avez regardé sans rien faire et vous êtes parti. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Je sais à présent quelle sorte d'homme vous êtes. Bertrand lève brutalement le canon de sa carabine. Vous ne devriez pas me parler ainsi, René. Et qu'allez-vous faire? M'abattre comme un chien? Et pourquoi pas? Eh bien, tirez, je ne demandais qu'à mourir, moi. Si vous me tentez, je le ferai. Si je le faisais, je pourrais toujours dire à la police que vous m'aviez attaqué et que j'ai dû me défendre. On me croirait, je suis un notable respecté. Monsieur Duval, lui, était quelqu'un de respectable, mais pas vous. Vous faites comme si ce château vous appartenait depuis toujours, mais vous venez seulement de l'acquérir. Vivre dans une telle propriété se mérite, ce n'est pas votre argent qui vous en rend propriétaire. Qu'est-ce que vous racontez? Ce château est à moi, je l'ai acheté. Vous comprendrez, monsieur Fèvre, vous comprendrez. Bertrand observe la cuisine avec attention. D'ici demain, je veux que vous soyez parti de chez moi. Vous ne pouvez pas faire cela, cette maison est à moi. Erreur, René, vous êtes ici chez moi et je n'ai pas confiance en un homme qui veut se suicider. Si vous me faites partir, vous regretterez amèrement ce geste. Je regrette seulement de vous avoir gardé au moment de l'achat de ces terres. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ne me menacez pas, René. Après tout, c'est peut-être tout ce que vous méritez. Je vous préviens, si vous continuez à me parler sur ce ton, je vais tirer. Parce que vous pensez que j'ai peur de la mort? Bien sûr, tout le monde a peur de mourir, mais vous n'en valez pas la peine. C'est ce que nous verrons. Bertrand ouvre la porte de la cuisine, fermée à clé, et gagne la cour. René porte les mains à son cou. Octobre 1947, le lendemain, Cannes, Castel. Bertrand et Isabelle Fèvre, vêtus comme la veille, sont assis l'un en face de l'autre autour d'une large table à manger. Il a essayé de se pendre? Oui, et j'ai bien failli le laisser faire. Oh, Bertrand. Isabelle se lève, fait le tour de la table et rejoint Bertrand. Elle pose sa main sur sa joue. Tu as bien fait de me le dire. Isabelle, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu es simplement un homme, tu commets des erreurs. Les miennes sont si graves. Si graves. Tu en as conscience, tu changeras, Bertrand. Tu deviendras un homme bon. Non, mon âme est noire. Noire comme les pierres du Castel. Ce n'est pas vrai. S'il n'y avait pas le bien en toi, je ne t'aurais pas épousé. Je ne connais aucune limite, Isabelle. Regarde ce que j'ai fait par le passé. J'ai tué des animaux, j'ai trahi mon pays, j'ai bien failli laisser mourir un homme. Simplement parce que sa présence me dérangeait. Isabelle, je pense que le mal monte en moi. Je ne t'abandonnerai pas. N'aie pas peur, Bertrand, je t'aime. Et si je devenais un mauvais père? Cela n'arrivera pas. J'ai détruit tout ce que je touche, alors pourquoi pas ça? Tu ne me feras pas douter de toi. Bertrand recule sa chaise. Isabelle s'assied sur lui. Je suis lourde, pardonne-moi. Crois-tu que nos destins soient tracés? Non. Et même si c'est le cas, je suis sûr que tu finiras ta vie en faisant le bien. Pas moi. Je fais de si terribles cauchemars. Tu ne m'en as jamais parlé. J'avais peur de te décevoir, Isabelle. Pourquoi? Ce ne sont que des rêves. Oui, mais dans mes rêves, je brûle des gens avec de l'acide. Je porte le costume de mon père, je tue des gens. Ce ne sont que des fantasmes de ton esprit délirant. Et si j'avais commis toutes ces choses? Et si je ne m'en souvenais pas? Mais non. Et s'ils étaient prémonitoires? Cesse de te tourmenter, tu ne tueras jamais personne. Je le sais parce que tu seras bientôt père et tu voudras être un exemple pour notre fils Aaron. Moi, un exemple. On frappe à la porte de la salle à manger. Isabelle se lève. René paraît en salopette verte, une valise dans chaque main.
Un foulard cache ses marques autour de son cou. Je m'en vais, monsieur Fèvre. Vos bagages sont faits? Fort bien. Alors partez, meilleur ami. René s'approche d'Isabelle. Madame, pardonnez-moi, puis-je vous parler un instant, une dernière fois? Oui, René. Je voulais vous demander une faveur. Je vous écoute, René. Quittez le castel. Vous plaisantez enfin, pourquoi? Éloignez-vous de ces murs et de votre mari. Bertrand se lève furieux. En voilà des manières. Calme-toi, Bertrand. Je vais le tuer, ce misérable jardinier. Je t'en prie, laisse-moi faire. Bertrand, s'il te plaît. Bertrand se rassied. Merci, Bertrand. Fais-le partir tout de suite. Il va s'en aller, ne t'en fais pas. Isabelle s'approche de René. Comprenez que dans ces conditions, vous ne pouvez pas rester. Il vous fera du mal, dit René. Non. Je suis sûr que c'est déjà fait. Non. Mais vous mentez à vous-même. Mais qu'est-ce qui vous rattache à cet homme? Je l'aime. Moi aussi je vous aime, Madame Fèvre. Je sais, René, mais c'est impossible. Restez avec moi. Voyons, René, soyez raisonnable. Je ne peux pas vous offrir la grande vie qu'il vous apporte, mais je suis quelqu'un d'honnête. Je saurais vous rendre plus heureux si seulement vous m'en laissiez l'opportunité. Écoutez, René, je resterai avec mon époux, quoi qu'il fasse. Rien ne vous fera changer d'avis. Rien. Mais c'est une tragédie. Avez-vous conscience de la nature réelle de l'homme que vous aimez? Je sais qui il est. Très bien. J'ai compris, Isabelle. J'ai compris. Je m'en vais. René avance vers la porte. Isabelle le rejoint. René, prenez soin de vous. Vous aussi, Madame Fèvre. René quitte la salle à manger. Octobre 1947, après-midi. Cannes, Castel. Isabelle Fèvre entre avec son mari dans la maison du jardinier. Ils observent la cuisine en désordre. La corde posée au sol, le verre brisé. Cet homme ne vivra pas longtemps, déclare Bertrand. Je n'ai pas voulu lui demander la raison de son geste. Mais tu t'interroges, n'est-ce pas? Je me demande s'il n'a pas fait ça à cause de moi. Ce passage à l'acte. Qui sait? Un jardinier amoureux de sa châtelaine, je pourrais écrire une belle histoire là-dessus. Oh, pitié, Isabelle, ne lui donne pas tant d'importance, il ne le mérite pas. Je pense le contraire, que savions-nous de lui? C'était un petit jardinier, il n'y avait rien d'autre à savoir. Mais que serions-nous devenus si tu n'avais pas détourné cet argent? Nous aussi nous serions de petites gens. Bertrand ouvre une porte donnant sur une chambre. Grand Dieu! Qu'as-tu découvert? Il dessinait. Isabelle entre dans la chambre du jardinier et découvre des dizaines de dessins posés au sol sur un bureau accroché au mur. Il m'aimait, vraiment. C'était de l'obsession, oui. Non, mais c'était de l'amour. Regarde ces dessins. Aucun d'eux n'est vulgaire. Il ne m'a pas représenté en me mettant en valeur. Il m'a représenté simplement moi. Moi, j'ai dit que c'est un fou. Tu ne comprends pas ce qu'est l'amour. Bertrand s'assied sur le lit de René. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as peut-être raison. Est-ce que je t'aime vraiment, Isabelle? J'en suis sûr. Mais il t'aimait plus que moi. Il aime comme un adolescent. Tu m'aimes différemment. Je ne t'ai jamais dessiné. Tu n'as pas à te reprocher tes sentiments. Tu m'aimes à ta mesure. C'est suffisant pour moi. Mais je ne veux pas te contenter. Je veux te combler. Cependant, je suis trop concentré sur moi-même pour le faire. Trop préoccupé par mes propres angoisses. Je t'aime aussi pour tes angoisses, tu sais, Bertrand. Il t'a laissé ses dessins. Il voulait que tu saches qu'il t'aimait plus que moi. Isabelle prend un dessin entre ses mains. Je ne suis pas aussi belle. Il ne me voyait pas telle que je suis. Toi, si. Et si je décidais de te rendre la liberté, tu voudrais divorcer? Je te l'ai dit, je me sens prisonnier d'un destin terrible. Je ne veux pas t'entraîner dans ma tourmente. Si je dois me noyer, que ce soit avec toi. Tu ignores ce dans quoi je pourrais t'entraîner, Isabelle. Je n'ai pas à craindre que tu me blesses. Ma seule angoisse serait que tu me quittes. C'est pourtant ce que tu devrais faire. Te libérer, Isabelle. Tu ne comprends pas. Isabelle commence à ramasser les nombreux dessins, difficilement du fait de sa grossesse. Je ne laisserai jamais rien nous séparer, Bertrand. Tu es innocente. Je suis si tourmenté. Rien n'est plus important pour moi que d'être avec toi. Dans quelle vie vais-je t'entraîner? Bertrand, laisse-moi t'aimer. Isabelle porte les dessins contre son cœur. Octobre 1947, soir, Cannes, Castel. Bertrand Fèvre est assis sur une banquette de la bibliothèque. Il s'est assoupi en lisant un roman de sa femme.
La porte s'ouvre lentement et Cape Blanche paraît. Bertrand, demande-t-il. Bertrand ouvre les yeux. Père. Cape Blanche s'approche de Bertrand. Puis-je m'asseoir auprès de toi, mon fils? Oui, père. Bien sûr. Bien sûr. Mais que faites-vous ici? Je suis venu voir comment se déroulait ta vie. Eh bien, comme vous le voyez, j'ai plutôt bien réussi. Je possède ma société, un château et je me suis marié. La dernière fois que nous nous sommes vus, j'étais accusé d'avoir commis de nombreux crimes, des meurtres qui n'avaient pas encore eu lieu. Bertrand, est-ce que tu as envie de tuer des gens? Je... Non, 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 pas vraiment, non. Tu n'as pas à me mentir, tu sais. C'est que je ne veux pas. Je voudrais tant être un homme normal. Cape Blanche s'assit à côté de Bertrand. Mais je sais que je ne le serai pas. Je ne le serai jamais. Je suis un monstre. Si tu le veux vraiment, je suis persuadé que tu pourrais l'être. Un homme bien. Tu pourrais changer. Il n'y a qu'une personne qui compte à mes yeux. Isabelle, ma femme. Je sais, Bertrand, je sais. C'est une femme pleine de qualités. Elle vous plairait. Vas-tu la décevoir, Bertrand? C'est déjà fait, je crois. Bertrand. Bertrand verse une larme. Cape Blanche le prend dans ses bras. Oh, père, père, que vais-je devenir? Je ne sais pas encore. Si, si, vous savez, vous connaissez l'avenir. Mais non, comment pourrais-je? C'est la seule explication. Vous m'avez accusé de meurtre à venir parce que vous connaissez l'avenir. Vous allez vous avez voulu conjurer le sort en m'éloignant du monde extérieur lorsque vous m'avez élevé dans la forêt de Verdun. Mais vous avez échoué. Je n'ai cessé d'échouer, Bertrand. En 17, en 27, en 37. Mais vous êtes venu me tuer, n'est-ce pas? Oui. Oui, Bertrand, je suis venu te tuer. Bertrand s'éloigne lentement de son père. Bien. Tu l'avais deviné. J'accepte mon sort, Cape Blanche. Tu es d'accord, fils? Oui. Je sais que le mal prend possession de mon âme. Ma femme sera bien mieux sans moi. Elle héritera du Castel et pourra élever son fils à Rome en sécurité. Il m'a fallu 30 ans pour me résigner à t'assassiner, à tous nous annihiler. Si vous me tuez, père, faites vite. Bien. Cape Blanche pose ses mains autour du cou de son fils. C'est la mort que je mérite. Hier, j'ai laissé un homme se pendre. Ne crie pas, Bertrand. Isabelle ne doit pas t'entendre. Très bien. Très bien, je ne crierai pas. Quand tu seras mort, j'emmènerai ton corps dans le labyrinthe du Castel. Il y a une tombe là-bas. Une tombe? Au cœur du labyrinthe, c'est là que sont enterrés les anciens propriétaires. Isabelle ne doit pas me voir. Elle ne te trouvera pas, mon fils. Adieu, père. Adieu. Octobre 1947, le lendemain matin, Cannes, Castel. Isabelle Fèvre entre dans la bibliothèque en se brossant les cheveux. Cape Blanche est assise sur la banquette et l'attend. Grand Dieu, qui êtes-vous? Cape Blanche se lève. Votre mari est parti, Isabelle. Parti? Mon Dieu, où cela? Il est mort. Mort? Je l'ai tué. Vous. Vous avez fait quoi? Isabelle tombe à genoux en pleurant. Bertrand. Bertrand, non. Je l'ai fait pour vous, Isabelle, je suis désolé. Il le fallait. Isabelle prend son visage à deux mains et gémit. Octobre 1947, nuit, Cannes, Castel. Isabelle Fèvre, en chemise de nuit, entre dans la bibliothèque et découvre Bertrand Fèvre endormi, un roman sur ses genoux. Mon chéri? Bertrand ouvre les yeux. Isabelle, je... Alors je suis en vie. De quoi parles-tu? J'ai fait un mauvais rêve, je crois. Tes yeux, Bertrand. Oh, Bertrand, tu as pleuré? Ne m'en veux pas, Isabelle. T'en vouloir? Mais de quoi? J'ai rêvé que mon père me tuait. J'ai rêvé qu'il me tuait, Isabelle. Ton père? Tu ne m'as jamais parlé de lui. J'ignore ce qu'il est devenu, Isabelle. Je ne l'ai pas revu depuis qu'il m'a agressé au Canada. Isabelle s'assied sur la banquette à côté de Bertrand. La tentative de suicide de Renier a dû te perturber. Personne ne portera atteinte à ta vie et tu n'es pas du genre à te faire du mal. Je suis plutôt du genre à en faire. Cesse de dire cela, Bertrand. Si je disparaissais, tu serais plus heureuse. Non, Bertrand, j'en mourrais.
Isabelle embrasse Bertrand. Notre avenir importe peu, Bertrand. Seul le présent compte. Je voudrais qu'on extrait de moi le mal que je renferme, mais personne ne peut faire cela pour moi. On peut tout recommencer si tu le veux. Ça te dirait? Comment ça? Quitter le Castel, abandonner la FC? Oui, faisons nos bagages et allons-nous-en. Vivons avec l'argent que nous gagnons honnêtement. Cela pourrait te soulager, tu oublierais tes erreurs, tu pourrais enfin te pardonner. Tout effacé. Il suffirait que tu le veuilles vraiment. Bertrand se lève et observe les murs de la bibliothèque. Mais j'ai tant fait pour accomplir mon rêve. Nous élever dans la société, je suis devenu médecin. C'est à toi de choisir. Moi je te suivrai. Partir, alors que nous avons enfin tout pour être heureux? Sommes-nous réellement comblés? L'es-tu? Bertrand s'approche d'une fenêtre d'où il peut voir un immense jardin en forme de labyrinthe. Sortir avant de se perdre. Je t'aiderai. Partir pour chasser l'ombre qui plane au-dessus de moi. Cela demanderait beaucoup de courage, mais en es-tu capable? Je pense, oui. Partons, Isabelle. Partons d'ici. Partons maintenant, avant que s'y n'ait mon âme. Partons sans faire nos bagages. Tu en es sûr? Oui, tu m'as convaincu. Allons-nous-en d'ici. Cet endroit n'est pas fait pour nous. Oh, je t'aime tant, Bertrand. Bertrand prend Isabelle dans ses bras. Me pardonneras-tu mes erreurs? Oui. Où veux-tu aller? Où tu voudras, Isabelle, tant que c'est avec toi. N'importe où, mais pas au Canada. Très bien. Je ne veux plus voir mon frère, répond Bertrand. Le monde est grand. Cachons-nous au meilleur endroit. D'accord, d'accord. Une amie possède une ferme dans les Pyrénées. Nous pourrions être heureux là-bas. Les Pyrénées? Oui, oui, c'est très bien les Pyrénées. Allons là-bas. Octobre 1947. Pyrénées. Aux alentours de la ferme. Bertrand Fèvre soulève une barrière blanche pour ouvrir l'accès à un large champ en friche. Isabelle Fèvre, deux valises à la main, deux valises à ses pieds, une main sur son ventre, l'observe. Tu es sûre que c'est bien ici, Isabelle? Oui, nous sommes arrivés. Je ne vois pas la ferme. Oui, elle est plus à l'est. Allons-y, à moins que tu ne veuilles t'arrêter. Nous avons beaucoup marché, tu dois être fatigué. Non, je vais bien, Bertrand, je t'assure. Nous aurions pu attendre que tu aies couché pour quitter le Castel, rien ne pressait. Écoute, je ne suis pas médecin, c'est toi le médecin. Mais moi, je suis capable de juger mon état de santé, et je me sentais capable de voyager à pied. Ce n'est pas prudent pour le bébé. Mais puisque je te dis que ça va aller. Isabelle soulève les deux valises et rejoint son mari. Est-ce que c'est une manière de me dire que tu regrettes notre départ? J'ai beaucoup de regrets, Isabelle. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pas celui-là. Isabelle avance dans le champ. Viens, Bertrand. J'ai hâte de te montrer la ferme. Laisse-moi au moins porter les valises. Je ne suis pas du genre à me plaindre, tu le sais bien. Je n'ai pas très envie de t'aider à accoucher dans ce champ. Très bien, porte les valises puisque tu assistes. Le vent se lève. Bertrand s'empare des valises. Crois-tu... Isabelle, crois-tu que l'on puisse conjurer le sort aussi facilement? Oui. Oui, Bertrand, je le crois. Tu as toujours été très optimiste, Isabelle. Il faut bien qu'un de nous deux le soit. Toi, tu n'as que des idées morbides. Bertrand pose les valises, lève la tête en direction du ciel et pousse un hurlement. Un terrible hurlement. Isabelle l'observe en silence. Le vent fait flotter leurs vêtements. Libérez-moi, Seigneur, libérez-moi! Le cri que tu viens de pousser. Eh bien, Isabelle, c'est le même que celui de René. Finalement, nous n'étions peut-être pas si différents, lui et moi. J'ai eu tort de le croire, comme j'ai eu tort sur tant d'autres choses. Ce qui est important, Bertrand, c'est que nous restions unis. Ils avancent dans le champ. Lorsque j'aurai trouvé un acquéreur pour le Castel et la Fèvre Corporation, je donnerai l'argent des deux ventes pour construire des hôpitaux. C'est très bien. Je te fais le serment, Isabelle. Je te jure que je vais tout faire pour changer, parce que je suis fier que tu sois ma femme. Je le suis déjà. Je veux que tu le deviennes plus encore. C'est impossible. Est-on loin de la ferme, Isabelle? Non, à peine un demi-kilomètre. Alors il me vient une idée. Et nous avons le temps de la réaliser. Que veux-tu, Bertrand? Je vais te dessiner. Je te demande pardon. Je vais immortaliser ce moment. Je vais te dessiner ici, maintenant.
toi, enceinte de mon enfant, dans ce champ. Oh, voyons, Bertrand. Oui, je vais te dessiner, mais pas comme l'a fait René. Je vais te dessiner tel que tu l'es en réalité. Cela peut attendre. Rien n'est plus important. Assieds-toi. Comment cela? Sur la terre? Mais je vais me saluer. Assieds-toi sur une valise. Bertrand pose une valise sur le sol, ouvre l'autre et en sort un cahier de feuilles blanches et un crayon papier. Comment veux-tu que je me mette, Bertrand? Pose la valise à plat. Isabelle fait tomber la valise et s'assied dessus. Elle sourit. Non, non, ne souris pas. Pourquoi? Je vais immortaliser cet instant. Je ne veux pas te voir rayonnante, je veux te voir naturelle. Tu es exigeant. Au contraire, je te laisse libre. Pour la première fois. Bertrand commence à dessiner, il fait une esquisse. Soudain, sur le papier, il voit se former d'étranges dessins. Tu fais une tête étrange, Bertrand, qu'est-ce que tu as? je... C'est bizarre. Mais il n'y a rien du tout, tout va bien. Les traits d'Isabelle prennent la forme d'un cap blanche, un albatros. Veux-tu que je prenne une autre pose? Non, Isabelle, tu es parfaite. Sur le papier, le cap blanche s'anime. Alors pourquoi ne me dessines-tu plus? Je réfléchis, c'est tout. Tout va bien, Isabelle. Le cap blanche bat des ailes et vole dans la feuille de papier. Tu es médecin, tu sais dessiner. Pourquoi hésites-tu? Le cap blanche se pose sur une branche esquissée, un rameau d'olivier dans le bec. Il observe Bertrand. Ça alors? Ah, Aaron me donne des coups de pied. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Le cap blanche prend son envol. Il quitte la feuille de papier, prenant une forme esquissée entre Bertrand et Isabelle. Seigneur. Isabelle se lève et avance vers Bertrand. Le cap blanche se pose sur son épaule. Tu as peut-être pris froid? Ne bouge plus, Isabelle. Très bien, je ne bouge plus, je ne bougerai plus jamais. Isabelle reste immobile. Le cap blanche se pose son brin d'olivier sur l'épaule d'Isabelle. Tu ne le vois pas, Isabelle? Pardon, mais... Voir quoi? Mais cet oiseau, enfin, cet albatros. Où, où as-tu vu un albatros? Sur ton épaule, maintenant? Mon épaule, laquelle? Isabelle tourne sa tête de droite à gauche. Il n'y a pas d'oiseau, voyons. Isabelle, c'est mon père qui l'envoie. Ton père? Cet oiseau est un cap blanche, il porte son nom. Mais il n'y a pas d'oiseau. Moi je le vois, Isabelle. Je le vois et je comprends tout. Nous avons marché trop longtemps, tu es fatigué, Bertrand. Il s'envole. Le cap blanche part en direction du soleil couchant. Bien que ne le voyant pas, Isabelle se tourne pour tenter de l'apercevoir. Il me pardonne, Isabelle. Qui te pardonne? Mon père. Il m'offre son pardon. Qu'est-ce que c'est? Isabelle saisit le rameau d'olivier devenu semblable à n'importe quel autre rameau d'olivier sur son épaule. C'est lui. C'est l'oiseau. C'est l'oiseau qui l'a posé sur ton épaule. Impossible, le vent l'aura porté jusqu'à moi. Bertrand observe le cahier entre ses mains. Père l'a fait. Père fait la paix avec moi. Regarde. Bertrand tend son cahier à Isabelle. Elle observe ses traits et une référence écrite à la main en bas à droite. 8, 11. C'est un verset de la Bible. Un verset de la Genèse, Isabelle. Lequel? La colombe revint à lui le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Je ne saurais expliquer ce qui vient d'arriver, Bertrand. Dieu m'a fait signe. Nous avons pris la bonne décision en quittant le castel, je le sais maintenant. Bien, reprenons notre route, Isabelle. Je n'essaierai plus de te dessiner, parce que j'ai réussi. Les eaux avaient diminué sur la terre, répète Isabelle. Paisiblement, ils se mettent en route. Octobre 1947. Nuit, Pyrénées, ferme. Isabelle Fèvre et son mari sont assis sur un banc devant la porte de la maison. Le vent fouette leur visage. Bertrand enlace sa femme. Ils observent le champ devant eux. J'ignorais que la ferme était laissée à l'abandon, Bertrand. C'est peut-être mieux ainsi, Isabelle. Nous avons dit que nous rebâtirions tout de nos propres mains sans ne rien voler à personne, n'est-ce pas? Oui, Bertrand. Alors c'est ce que nous ferons. Personne ne viendra nous trouver ici. Nous avons de quoi vivre, de quoi manger, un toit où dormir, nous n'avons besoin de rien. Et puis surtout, Isabelle, je tais-toi.
Ils s'embrassent. Tu ne feras de mal à personne ici, Bertrand. Oui, je te le promets, Isabelle. C'est un nouveau départ. Oublions tout ce que nous avons traversé. Isabelle serre ses dents et pousse un petit cri. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai des contractions. Isabelle s'écarte de Bertrand, elle perd les os. Oh mon Dieu, c'est pour ce soir. Mais c'est bien trop tôt, Bertrand. Il a un mois d'avance, mais tout peut très bien se passer. J'ai mal. Il faut que tu sois courageuse. Viens, je t'amène sur ton lit. Jamais. As-tu vu dans quel état il est? Tout de guingois et plein de poussière. Je préfère accoucher ici. Tu es sûre? Je n'ai jamais été aussi certaine de quelque chose de toute ma vie. Je reviens, je vais chercher un linge et de l'eau. Fais vite, Bertrand. Bertrand entre dans la ferme. Dans la pénombre, il distingue une bassine sous un évier en pierre. Il le rince au robinet. Quelle journée, mais quelle journée! Il remplit la bassine. Un instant, Isabelle et j'arrive. Dépêche-toi! Je fais aussi vite que je peux. Et la bassine est remplie. Bertrand coupe l'eau du robinet et le saisit. Alors qu'il se retourne, il découvre Elisabeth Lenz, nue, le corps brûlé à l'acide, confère ses ancêtres. Qu'est-ce que... Bertrand lâche la bassine qui tombe à ses pieds. Bertrand, déclare Isabelle, que s'est-il passé? Ce n'est rien. J'ai laissé la bassine échapper. Je vais la ramasser. Bertrand contourne Elisabeth pour fermer la porte de la ferme. Que fais-tu, Bertrand? Je reviens tout de suite. Bertrand approche d'Elisabeth. Grand-père, je vous ai déjà vu, en rêve. Oui, tu m'as tué, grand-père. Non, c'est faux. Je n'ai jamais tué personne. Pas encore. Mais tu penses que tu vas t'en tirer aussi facilement? Qu'est-ce que vous me voulez? T'avertir, Bertrand. Tu paieras pour tes crimes. Moi et les centaines d'autres de tes victimes, nous y veillerons. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai changé. Mon père m'a pardonné. Elisabeth se dissout rapidement. Bertrand la regarde, terrifié. Un instant plus tard, elle disparaît. Une fois qu'il est seul, Bertrand remplit de nouveau la bassine et rejoint sa femme.